وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de biologie végétale. Alors comme toujours, on commence par prier sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Et donc voici le plan de cette vidéo. Donc premièrement, on va commencer par une toute petite introduction. Ensuite, on va passer à traiter des généralités et une définition de qu'est-ce que c'est que les champignons. Par la suite, on va voir la morphologie des champignons, c'est-à-dire la forme des champignons. Par la suite aussi, on va voir la cellule des champignons. Et ensuite, on va voir le mode de vie de ces champignons. Et dernièrement, on va voir les organes reproducteurs et le cycle de reproduction des champignons. Commençons tout d'abord par une simple introduction. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que les végétaux eucaryotes sont divisés en deux grands groupes, les cormophytes et les thalophytes. Les cormophytes ont l'appareil végétatif sous forme de cormus. Par contre, les thalophytes ont l'appareil végétatif sous forme de thalles. Alors, on distingue trois embranchements, trois groupes pour les thalophytes. Premièrement, les algues. Deuxièmement, les champignons. Et dernièrement, les lichens. Alors, dans une vidéo précédente, j'ai déjà expliqué le groupe des algues. Et donc, aujourd'hui, on va parler sur le groupe des champignons. Et on commence à la barakatillah. Alors, pour la partie des généralités sur les champignons, premièrement, les champignons sont appelés aussi les mycophytes ou mycètes ou fongus. C'est exactement la même chose. Champignons, mycophytes, mycètes, fongus, donc c'est la même chose. Alors, ce groupe des champignons est très diversifié avec un nombre total estimé de 5 millions d'espèces, près de 100 000 espèces et décrites aux intérêts économiques et médicaux très importants. C'est-à-dire que ces 100 000 espèces de champignons sont comestibles et consommées comme aliments et aussi utilisées comme remède dans la préparation de certains médicaments, puisqu'on peut extraire à partir de certains champignons plusieurs composés à usage médical, par exemple les antibiotiques, les enzymes, etc., etc. Ensuite, les champignons ne sont plus placés parmi les végétaux, ne sont ni des végétaux ni des animaux, puisque ce groupe de champignons possède des caractères communs avec les végétaux et des caractères communs aussi avec les animaux. On va voir quels sont ces caractères communs dans quelques instants. Donc, selon la classification la plus récente, dit que les champignons constituent un règne qu'on appelle le règne fongique, dont il va y avoir le règne animal, le règne végétal et le règne fongique, c'est-à-dire le règne des champignons. Donc, fongique, de le nom des fongus, c'est-à-dire l'aspect spongieux des champignons. Mais selon la classification traditionnelle, les champignons sont un groupe parmi les thalophytes et sont des végétaux. Alors, pour la définition des champignons, vous notez tout simplement ces trois points. Les champignons sont des thalophytes eucaryotes et hétérotrophes. Thalophytes, puisque les champignons appartiennent au groupe des thalophytes, c'est-à-dire que les champignons ayant l'appareil végétatif sous forme de thalles. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est qu'un thalle. Donc un thalle, c'est l'appareil végétatif des thalophytes. Ce thalle est formé par des tissus indifférenciés,
c'est-à-dire il n'y a pas de tissu bien spécialisé, pas de différenciation cellulaire, et par conséquent, il n'y a pas un organe bien spécialisé, donc il n'y a pas de tige, pas de racines, pas de feuilles. Et puisque ce groupe des champignons est très diversifié, il y a plusieurs types de thalles. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre structure des thalles des champignons dans quelques instants. Et pour la deuxième note, les champignons sont des eucaryotes, c'est-à-dire que les cellules des champignons contiennent des vrais noyaux et des organites cellulaires. Vous trouvez la vidéo des cellules eucaryotes et cellules procaryotes dans la boîte de description. Et dernièrement, les champignons sont des hétérotrophes, c'est-à-dire sont des espèces qui ne sont pas capables de fabriquer leur matière organique et donc ils se nourrissent sur d'autres espèces. On peut ajouter d'autres points, par exemple, que ce sont des plantes non vasculaires. On peut ajouter aussi que ce sont des cryptogames. Cryptogames, c'est-à-dire qui ont l'appareil reproducteur caché. Non vasculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vascularisation, pas de tissu conducteur. Et donc ça, c'est la définition des champignons, bien c'est les caractéristiques des différents champignons. Donc ce sont des thalophytes, eucaryotes, hétérotrophes. Et donc on peut ajouter non vasculaire et cryptogame. Alors passons maintenant aux structures du thal, c'est-à-dire la forme des champignons. Alors le thal des champignons peut prendre différentes formes, c'est-à-dire l'appareil végétatif des champignons peut prendre plusieurs formes, puisque j'ai dit le thal c'est l'appareil végétatif. Et donc, généralement il existe trois formes du thal des champignons. Le thal plasmodial, le thal unicellulaire, le thal pluricellulaire. Et on va voir en détail chaque type de thal. Donc trois types de thal, plasmodial, unicellulaire, pluricellulaire. Alors, premièrement, le thal plasmodial. Pour ce premier type de thal, on peut noter le plasmode ou le thal plasmodial est une masse de cytoplasme moule et déformable, avec plusieurs noyaux et sans parois, donc pas de parois cellulaires et avec plusieurs noyaux cellulaires. Donc vous notez premier type de thal, le thal plasmodial qui est sous forme simple, une masse moule en arabe c'est rakhwa, donc une masse moule et on note l'absence de parois cellulaires et avec plusieurs noyaux, comme vous voyez dans l'image. Alors deuxièmement, pour le cas des thals unicellulaires, on note tout simplement que les champignons sont sous forme d'une seule cellule, comme vous voyez dans l'image. Et l'exemple le plus connu des champignons à thal unicellulaire, c'est le cas des levures, en arabe al-khamira. Et dernièrement, le thal pluricellulaire. Alors le thal pluricellulaire, ou appelé aussi le thal pluricellulaire filamenteux. Alors comme son nom l'indique, ce thal pluricellulaire filamenteux, c'est-à-dire il est formé par des filaments. Et on distingue deux types de filaments. Des filaments non cloisonnés et des filaments cloisonnés. Pour les filaments cloisonnés, on note la présence des cloisons où il est écrit septa, c'est-à-dire des limites entre les cellules. Par contre, les filaments non cloisonnés, on note l'absence de ces limites entre les cellules et donc les noyaux baignent dans tous les filaments. Donc je répète, deux types de des filaments cloisonnés et des filaments non cloisonnés. Des filaments cloisonnés avec des cloisons ou des septa et des filaments non cloisonnés, c'est-à-dire sans limite cellulaire. Alors les filaments cloisonnés sont nommés le hyphe et les filaments non cloisonnés sont nommés le siphon. Et donc deux types de filaments et par conséquent on distingue deux types de champignons, les siphomycètes et les septomycètes. Les siphomycètes ont le thal sous forme de siphon, c'est-à-dire des filaments non cloisonnés de le nom siphomycète siphon, siphomycète, et les septomycètes ont le thal sous forme de hyphe, c'est-à-dire des filaments cloisonnés avec des cloisons ou des septa, d'où le nom septomycète. Donc septa, septomycète, siphon, siphomycète.
Alors, ce hyphe ou bien les filaments cloisonnés sont souvent assemblés entre eux pour former des pseudo-tissus. Ces pseudo-tissus appelés les plectonchymes ou stroma. Donc, vous notez que les filaments cloisonnés se rassemblent pour former des faux tissus, puisque j'ai dit tout à l'heure que les, les champignons sont des thalophytes et donc, par conséquent, ils n'ont pas des tissus bien différenciés, donc ces tissus sont des faux tissus, sont nommés les plectonchymes. Et donc, ces pseudotissus peuvent prendre plusieurs aspects. Et donc, comme vous voyez dans l'image, peuvent prendre plusieurs aspects, soit sous forme rhizomorphe, soit sous forme sclérote, soit sous morphe carpophore. Donc, plusieurs aspects pour ces pseudo-tissus. Maintenant, on va voir la structure cellulaire des champignons. Donc, on va voir les caractéristiques cytologiques des champignons. Et donc, voici cette image qui montre les différentes constituants des cellules des champignons. Alors, pour les caractéristiques cytologiques des champignons, tout simplement, les cellules des champignons sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec des vrais noyaux et des vrais organites cellulaires. Donc, premièrement, les cellules des champignons sont formées par un paroi cellulaire de nature chitineux. Ça pour la première note. Deuxièmement, généralement, on trouve un seul noyau de petite taille dans certains champignons. Et pour d'autres, on trouve une seule cellule avec deux noyaux. Et on parle de cellules dicaryons, c'est-à-dire cellules avec deux noyaux. Deux pour di et noyau pour caryon. Donc dicaryon, deux noyaux. Ensuite, on note aussi la présence des vacuoles. Quatrièmement, pour les champignons, on note l'absence des plastes. Donc, parmi tous les végétaux, parmi tous les thalophytes, parmi tous les végétaux eucaryotes, on note l'absence des plastes pour ce groupe des champignons. Donc, les champignons se caractérisent par l'absence des plastes. Et donc, par conséquent, les champignons sont des espèces hétérotrophes, c'est-à-dire des espèces incapables de fabriquer leur matière organique. Par contre, tous les végétaux sont des espèces autotrophes. Et dernièrement, la cellule des champignons possède tous les autres organites cellulaires, à savoir les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les peroxysomes, etc., etc. Il y a plein d'autres organites cellulaires. Donc, les cellules des champignons possèdent tous les organites cellulaires qui sont présents dans la cellule végétale, sauf les plastes. Donc, vous notez tout simplement cellules des champignons égale cellule végétale moins les plastes. Et vous notez aussi que les champignons sont des hétérotrophes. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que les champignons ne sont plus classés parmi les végétaux et elles constituent un règne qu'on appelle le règne fongique. Mais les champignons, comme j'ai dit, possèdent des caractères communs entre les végétaux et les animaux, mais ne sont ni des végétaux ni des animaux. Ça, selon la classification la plus récente. Commençons tout d'abord par les caractères en commun avec les végétaux. Premièrement, les cellules des champignons sont caractérisées par un paroi cellulaire, ce qui est identique avec les cellules des végétaux. On connaît tous que les végétaux, que la cellule végétale, parmi les caractéristiques, est la présence d'un paroi cellulaire. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, la présence des grandes vacuoles angiogescentes, c'est-à-dire des vacuoles riches en eau et de différentes enzymes. Ça, c'est aussi parmi les caractéristiques des cellules végétales qu'on trouve dans la cellule des champignons. Troisièmement, la présence de thalles, c'est-à-dire un appareil végétatif. C'est-à-dire l'appareil végétatif ici est sous forme de thalles filamenteux. J'ai déjà expliqué les différentes formes des thalles des champignons. Quatrièmement, on note l'absence de motilité, c'est-à-dire les champignons restent fixés au sol, comme tous les végétaux. Il y a certaines exceptions. Et dernièrement, le cycle de vie des champignons présente une alternance
des générations, c'est-à-dire une génération sporophytique et une génération gamétophytique. Passons maintenant au caractère commun avec les animaux. Première chose, c'est que pour les champignons, on note l'absence des plastes. Donc, qui dit absence des plastes, dit que les champignons ne peuvent pas faire de la photosynthèse. Donc, première chose, vous notez absence des plastes. Et absence des pigments photosynthétiques, bien évidemment. Deuxième point, c'est en relation toujours avec l'absence des plastes. Donc, les champignons sont des hétérotrophes, comme tous les animaux. Par contre, tous les végétaux sont des autotrophes. Donc, qui dit présence des plastes dit autotrophe. Qui dit absence des plastes dit hétérotrophe. Ça, je l'ai déjà expliqué. Troisième note. Troisièmement, on a le dépôt de chitine sur les membranes des cellules des champignons, ce qui caractérise les animaux, bien évidemment. Dernièrement, les réserves des champignons sont formées par des matières grasses et du glycogène, ce qui caractérise les animaux. Donc ça, c'est pour les caractères en commun avec les animaux. On a terminé pour les caractères en commun des végétaux, avec les végétaux et avec les animaux. Maintenant, on va voir le mode de vie des champignons. Alors, le mode de vie ou style de vie, c'est-à-dire la manière avec laquelle les champignons vivent. Et on distingue trois modes généralement. Le mode de vie saprophyte, le mode de vie parasite et le mode de vie symbiotique. Donc, premièrement, le mode de vie saprophyte. Alors, les champignons saprophytes sont capables de se nourrir sur la matière organique non vivante, souligné sur non vivante, c'est-à-dire la matière organique morte, comme vous voyez dans l'image. C'est-à-dire, le principal source de matière organique, c'est la matière organique morte, bien évidemment, non vivante. Deuxième mode de vie sont les champignons parasites. Alors, dans le cas des champignons parasites, ces champignons sont capables de se nourrir cette fois-ci sur la matière organique vivante. Donc, j'ai dit, ça profite, capable de nourrir sur la matière organique non vivante. Parasites sont capables cette fois-ci de se nourrir sur la matière organique vivante. Et ce genre de champignons, c'est-à-dire les champignons parasites, peuvent être pathogènes et dangereux pour l'homme, les animaux et surtout les plantes. Donc, vous notez deuxièmement, les champignons parasites sont des champignons qui sont nourris sur des espèces vivantes et sont dangereux et pathogènes pour toutes les espèces, que ce soit les espèces animales ou végétales. Et dernier mode de vie des champignons sont les champignons symbiotiques. Alors, une relation symbiose, c'est une relation qui est bénéfice pour les deux couples, c'est-à-dire pour les deux membres. Alors, les champignons peuvent entrer en relation symbiotique avec plusieurs types d'espèces. Ils peuvent être en relation avec certains insectes, ou bien avec certaines algues, c'est le cas des lichens, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Ou bien elles peuvent être en relation avec les racines de certains végétaux. Donc ça, c'est une relation symbiotique qui est une relation non dangereuse et bénéfice pour les deux membres de la relation. Donc les champignons symbiotiques sont en relation avec différents types d'espèces et sont bénéfiques pour toutes ces espèces. Au contraire des champignons parasites. Donc, trois modes de vie, champignons saprophytes, champignons parasites et champignons symbiotiques. Alors passons maintenant au chapitre de la reproduction des champignons. Donc on va voir dans ce chapitre comment s'effectue la reproduction chez les champignons et on va voir aussi les différents organes reproducteurs et les différents modes de reproduction bien évidemment. Alors comme tous les thalophytes, la reproduction chez les champignons s'effectue selon deux modes, le mode asexué et le mode sexué. La reproduction selon le mode sexué s'effectue avec intervention des organes sexuels. Par contre, la reproduction selon le mode asexué s'effectue sans intervention des organes sexuels. Ça, comme première note. Deux modes, mode sexué et mode asexué.
Alors commençons tout d'abord par le mode asexué. Il y a plusieurs formes de reproduction asexuée, soit par formation des spores endogènes, et on parle d'endospore, c'est-à-dire la production du spore à l'intérieur du sporocyste, ou bien par formation du spore exogène, et on parle d'exospore, c'est-à-dire les spores générés en continuité à l'extrémité du sporocyste. À noter que le sporocyste, c'est la cellule spécialisée en production des spores, c'est-à-dire le sporocyste, c'est la cellule spécialisée en formation des spores. Alors pour les spores endogènes, on a la libération des spores avec deux flagelles, c'est le cas des oomycètes. La libération aussi des spores à un seul flagelle, c'est le cas des chytridomycètes. Et dernièrement, des spores sans flagelle, c'est-à-dire absence des flagelles, c'est le cas des zygomycètes. Ça, c'est pour les spores endogènes. Pour les spores exogènes, la reproduction asexuée se fait par fragmentation des filaments, c'est-à-dire la fragmentation du hyphe qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. C'est le cas des arthrospores. Soit par bourgeonnement, c'est le cas des blastospores. Et soit par transformation d'une cellule végétale en spore, c'est le cas des chlamydospores. Et dernièrement, soit par formation d'un appareil conidien comme vous voyez dans l'image. Donc il y a plein de types de reproduction asexuée chez les champignons. Alors on peut ajouter une dernière note, c'est que pour la reproduction asexuée, pour le mode de reproduction asexuée, est utilisé par les champignons lorsque les conditions sont favorables. Ça, on peut l'ajouter comme une dernière note. Passons maintenant au deuxième mode de reproduction, c'est le mode sexué. Premièrement, ce mode sexué fait intervenir les organes sexuels. Est aussi ce mode utilisé par les champignons lorsque les conditions sont défavorables. Donc, pour ce mode de reproduction, il va y avoir libération des gamètes, par méiose bien évidemment, et par la suite, il va y avoir fusion de ces gamètes, c'est-à-dire la fusion des gamètes mâles et gamètes femelles. Entre eux, c'est la fécondation. Donc, il va y avoir deux phénomènes. La production des gamètes par méiose et la fécondation, c'est-à-dire la fusion de ces gamètes. Donc, ces gamètes vont être libérés par les cellules spécialisées appelées des gamétocystes. Gamètes et cystes cellules, c'est-à-dire les cellules qui libèrent les gamètes. Et puisqu'il y a deux types de gamètes, il va y avoir deux types de gamétocystes. Donc, deux types de gamètes, c'est-à-dire des gamètes mâles et des gamètes femelles. Par conséquent, il va y avoir deux types de gamétocystes, des gamétocystes mâles et des gamétocystes femelles. Des gamétocystes mâles appelés spermatocystes, c'est-à-dire des cellules qui libèrent les spermatozoïdes, qui sont des gamètes mâles, spermatozoïdes, et cystes, c'est-à-dire la cellule qui libère les spermatozoïdes. Et les gamétocystes femelles libèrent les ovules qui sont des gamètes femelles. Donc deux types de gamétocystes mâles et gamétocystes femelles. Et pour la fécondation de ces gamètes, j'ai déjà expliqué comment il va y avoir fécondation et les différents modes de fécondation chez les thalophytes. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo précédente. Donc j'ai expliqué comment on va avoir la fécondation chez les algues, etc. Donc c'est le même mode de fécondation. Passons maintenant au dernier axe de ce cours, c'est le cycle de vie des champignons. Et puisque le groupe des champignons est très diversifié, il existe plusieurs types de cycles de vie pour les champignons, mais généralement on peut le grouper en trois types. Premier type, cycle de vie monogénétique haplophasique. Monogénétique, c'est-à-dire l'alternance d'une seule génération, et haplophasique, c'est-à-dire la dominance de la phase haploïde, d'où le nom haplophasique. Donc monogénétique haplophasique, une seule génération haploïde, et bien évidemment cette génération
domine, c'est-à-dire la phase haploïde domine. Deuxièmement, cycle digénétique. Digénétique, c'est-à-dire il va y avoir l'alternance de deux générations. Et puisqu'ils n'ont pas spécifié ici, vous pouvez trouver des cycles digénétiques haplophasiques. Vous pouvez trouver aussi dans certains cas cycle digénétique diplophasique. Dans certains cas, vous pouvez trouver cycle digénétique diplohaplophasique. Donc il y a plein, puisque ce groupe est trop bien, très diversifié. Et dernièrement, le cycle trigénétique, c'est-à-dire avec l'alternance de trois générations. Et c'est le même cas où vous pouvez trouver cycle trigénétique haplophasique, cycle digénétique diplophasique, cycle digénétique diplohaplophasique. Donc il y a plein de types, mais généralement il y en a trois types. Je l'ai groupé ici. Monogénétique haplophasique, digénétique soit haplophasique, soit digénétique diplophasique, soit digénétique diplohaplophasique. Et le même cas ici pour le troisième type qui est le cycle trigénétique. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, bien même des conseils, bien même des questions, laissez-les dans les commentaires. Et merci. À tout à l'heure.